Convention signée entre la BNI et le cabinet Elite. Le partenariat porte sur l'accompagnement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Lancement à Abidjan de la communauté émivoire par le centre ESD. L'utilisation responsable des médias au cœur du projet. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal en nous intéressant aux activités de la FENACSI. Entendez la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. La fêtière était en congrès ce week-end autour de deux faits majeurs. D'abord, Soumaoro Farikou a été réélu pour un mandat de 5 ans par les secrétaires de section. Ensuite, la FENACSI va se transformer en centrale syndicale. C'était ce samedi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères située dans la commune du Plateau. Sans surprise, Soumaoro Farikou rempile pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Le député maire de la commune d'Adjamé a été élu à l'unanimité par les commerçants de Côte d'Ivoire à l'issue du 4e congrès ordinaire de l'institution. Pour ce quinquennat, le président du conseil d'administration de la FENACSI entend poursuivre son engagement pour le développement du commerce dans le pays, mais aussi lutter contre la vie chère. Le thème de notre 4e congrès ordinaire, c'est la lutte contre la vie chère. Notre priorité, comme on a déjà mis une commission chargée de la lutte contre la vie chère, nous allons nous atteler à faire fonctionner cette commission afin de pouvoir trouver des solutions à ce problème qui est vraiment très récurrent et qui est d'actualité. Bien, nous le faisons pour l'intérêt de nos acteurs de commerce et nous pensons que nous sommes là également pour aider les autorités à faire face à cette problématique de la vie chère. Vous savez qu'il faut les vrais acteurs dans chaque filière pour informer les tenants du pouvoir sur les difficultés liées à leur activité. Pour réussir son objectif de lutter en faveur des intérêts des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACSI change de configuration. Elle passe désormais d'une fédération nationale à une centrale syndicale. Vous êtes sans ignorer que quand on regarde aujourd'hui les centrales syndicales en Côte d'Ivoire, mais c'est nous, les commerçants, les pourvoyeurs des fonds de l'État. Et toutes ces centrales syndicales, c'est nos fonds qu'on prend pour les donner. Chaque 1er mai, l'État donne la bagatelle de 800 millions à ces centrales syndicales. Or, c'est nous qui sommes les bailleurs des fonds de l'État. Il est important pour nous aujourd'hui d'être une centrale syndicale. Ce congrès a réuni de nombreux commerçants autour de la question de la vie chère, mais également des acteurs du transport et des professionnels de la FinTech venus partager leurs expériences et solutions sur le sujet. Nous soutenons, nous félicitons les organisateurs de ce congrès qui certainement au sortir du congrès vont avoir des instances beaucoup plus renforcées, un plan d'action beaucoup plus clair qui va permettre d'avoir un secteur du commerce beaucoup plus professionnel. Et cela va à l'avantage du transporteur routier qui a besoin d'avoir en face un secteur du commerce organisé pour que véritablement le transporteur lui aussi puisse rentabiliser ses affaires. Et nous félicitons en tout cas l'organisation de ce congrès. Le numérique va permettre effectivement d'améliorer la chaîne de production en fluidifiant les différents processus et permettre ainsi la réduction du coût de production d'un produit. Et lorsque le coût de production d'un produit est réduit, bien évidemment, à la consommation, son coût est forcément réduit. Après ces 5 dernières années passées à la tête de la FENACSI, l'équipe sortante a enregistré des recettes estimées à 109 millions de francs CFA sans aucune subvention et des dépenses qui se chiffrent à 114 millions de francs CFA, ce qui représente un solde de 5 millions de francs CFA.
Un bilan moral et financier adopté par acclamation en Assemblée générale et par le 4e congrès ordinaire de la FENACSI. Comme annoncé dans les titres, la Banque nationale d'investissement a signé une convention avec le cabinet Elite. Le partenariat porte sur le renforcement et l'encadrement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises en quête d'accompagnement pour le développement de leurs affaires. Cela entre dans la mise en œuvre du programme d'amélioration des performances des entreprises en abrégé PAP, initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire avec l'appui financier du FDFP. La signature a eu lieu au siège de la BNI, nous disent Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Par cet échange de parapheurs, la Banque nationale d'investissement BNI et le cabinet Elite font désormais chemin ensemble pour faciliter l'accès au financement et à un meilleur encadrement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Un partenariat au profit des TPE-PME pour contribuer à leur croissance et les rendre plus productives et compétitives. C'est une convention qui nous permettra, nous également, de pouvoir sceller un partenariat bien ficelé avec le cabinet Elite. Donc, d'améliorer donc nos indicateurs. C'est également une opportunité d'affaires pour nous parce que cette convention permettra donc à la BNI de rehausser le niveau donc de ses indicateurs en termes de réalisation. C'est vraiment permettre à nos clients qui sont déjà chez nous là, de s'orienter vers le cabinet Elite donc pour lever assez facilement et aisément les financements avec les différents partenaires que nous sommes, notamment la BNI. Cette signature de convention participe à la mise en œuvre du PAP, programme d'amélioration des performances des entreprises, un instrument d'aide à 30 entreprises, en particulier les PME, cofinancé par le Fonds de développement de la formation professionnelle et la Chambre de commerce et d'industrie, dont le cabinet Elite assure la phase opérationnelle. Ce type de convention représente une opportunité pour l'ensemble des parties prenantes, d'abord pour les bénéficiaires que sont les entreprises. C'est une occasion pour elles de bénéficier à coût partagé doublement d'une assistance technique que nous apporterons et d'une assistance financière que la BNI, notre partenaire, apportera. C'est un secteur qui a été identifié comme prioritaire, tout ce qui est secteur relatif au NTIC, à l'hôtellerie, mais également à l'industrie, à l'agro-industrie. Dans le cadre de ce partenariat, une vingtaine de PME avec plus de 3 ans d'existence bénéficieront de l'assistance technique du cabinet Elite pour leur permettre d'accéder aisément au financement de la BNI. Elles devront toutefois s'acquitter de 50% des coûts de prestation et l'autre moitié sera supportée par le PAP. Le Centre d'éducation pour une société durable, en collaboration avec la Deutsche Welle Academy, a organisé ce vendredi la cérémonie de lancement de la communauté émivoire. Il s'agit d'un projet de formation et d'éducation à l'intention des jeunes qui vise à sensibiliser à l'utilisation responsable des médias. Pierre Tebeu. Ils veulent apprendre à questionner l'information dans sa fabrication et dans sa consommation. Dans un monde où la toile offre de bonnes, mais aussi de fausses informations, ces jeunes veulent être les gendarmes du fake news en Côte d'Ivoire grâce au projet Émivoire. Émivoire est un projet d'éducation aux médias et à l'information à l'intention des jeunes. Ce projet de lancement de la communauté Émivoire revêt un intérêt particulier dans le contexte du centre ESD de contribuer à l'émergence de jeunes citoyens aptes à déceler la fiabilité d'une information, à discerner le vrai du faux, à résister à toutes les formes d'extrémisme. Concernant l'utilisation des médias sociaux et des médias de façon générale, le constat qu'on fait, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce projet, c'est que les populations ne sont pas vraiment outillées avec la cession des nouveaux médias, ne sont pas vraiment outillés à consommer l'information. Donc, souvent, il y a des informations qui sont fausses, qui sont partagées par ces personnes-là, et ces informations fausses créent des conflits au sein de nos communautés. L'éducation pour une société durable est une opportunité pour le gouvernement qui lutte
déjà en amont contre de fausses informations et qui entend accompagner le projet. Le gouvernement met en place des initiatives pour former les citoyennes et les citoyens à s'approprier de l'information utile et aussi encourage toutes ces initiatives comme celle du centre ESD à justement vulgariser l'utilité de l'information auprès des citoyens. Il est important de former et de sensibiliser nos concitoyennes et nos concitoyens à l'information utile nécessaire et de les sensibiliser à s'approprier l'information et à mieux la diffuser. Le centre ESD est une organisation de formation politique, de promotion des droits de l'homme et d'appui à l'engagement citoyen. Il vise à créer une communauté de jeunes formés et sensibilisés à l'utilisation responsable des médias en Côte d'Ivoire. Vous souhaitez travailler dans le domaine de l'architecture de l'intérieur? Une formation adéquate existe en Côte d'Ivoire. Elle a pignon sur rue à Abidjan, grâce notamment à la structure concept Linda Deco. Cette structure forme chaque année des étudiants en architecture d'intérieur. Nos reporters les ont rencontrés. Suivez. Ils sont 54 pour la première promotion d'Abidjan à prendre part à cette formation sur l'architecture d'intérieur. Une formation d'un peu plus d'1 an qui se veut technique mais aussi et surtout pratique. C'est en tout cas l'option choisie par la formatrice Linda Azoï, architecte d'intérieur. L'architecture d'intérieur, c'est finalement donner une âme à une maison. En gros, on intervient juste après le travail d'un architecte, donc on sera en charge de sélectionner finalement les différentes fonctions de cette maison, de sélectionner les différents matériaux qu'on va mettre sur le sol, sur les murs et sur le plafond, et bien entendu en passant par le choix du mobilier et des accessoires. Ce qui fait courir les participants à cette formation, c'est son côté pratique et la possibilité de réaliser des projets professionnels. L'architecture d'intérieur aujourd'hui, vraiment, c'est capital. Et c'est un métier qui commence à prendre de l'ampleur parce qu'effectivement, les gens ont compris effectivement qu'il faut transformer son intérieur. Il faut vivre dans un intérieur qui est harmonieux, un intérieur qui est fonctionnel, mais surtout un intérieur qui permet de respecter les habitudes de vie de celui qui vit dans cette maison. Ça, c'est hyper important. Et finalement, les gens ne pensent pas que c'est important parce qu'ils regardent que le beau. Or, un architecte d'intérieur allie le beau, mais surtout la fonctionnalité. Les participants de la première promotion de la formation en architecture d'intérieur se disent transformés et mieux outillés pour révéler aussi bien le potentiel de l'intérieur d'une maison, mais aussi de respecter les besoins, les attentes et les contraintes des clients. Pour nous qui nous attendions à juste à venir placer les rideaux et autres, on a vu tout autre chose. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir dessiner les plans, de pouvoir faire des coupes horizontales et verticales. Vraiment, nous voyons les choses vraiment se dessiner, se peaufiner à l'horizon. L'architecture d'intérieur qui devient désormais notre chose. De ce pas-là, je suis à mesure de répondre aux besoins d'un client lambda qui souhaiterait que j'aménage son intérieur. Moi, médecin de base, je suis en reconversion professionnelle et je pense avoir trouvé ma voie au terme de cette formation. Face au succès de la première promotion, la seconde est lancée et reste ouverte à tous les passionnés de l'architecture et de la décoration d'intérieur. J'ai envie de lancer un appel ici à Abidjan, qui est un pays de cœur, qui, comme on dit, Abidjan est doux. Justement, les Ivoiriens, si vous avez envie de vous plonger dans le monde de l'architecture d'intérieur, si vous êtes passionné des décorations d'intérieur, cette formation, elle est faite pour vous. Enlevez les barrières, passez à l'action et venez bien sûr vous former chez Concept Linda Deco. Il est bon de noter que cette formation en architecture d'intérieur est donnée par l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Deco. Malgré la maladie à coronavirus, les collectivités territoriales sont au travail. Certains dirigeants de ces collectivités s'illustrent particulièrement de la plus belle des manières. C'est le cas de Léyébi Lucien, maire de la commune de Boisflé, ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ses actions pour sa commune ont été remarquées par l'Interafricaine de communication et de sondage. L'organisation non gouvernementale vient de lui décerner le prix panafricain 2021 du meilleur maire de l'intérieur des villes de Côte d'Ivoire.
Les qualités humaines et professionnelles de Léyé-Bi Lucien ne sont pas passées inaperçues. Le maire de la commune de Boisflé a vu ses mérites récompensés par l'Inter-Africain de communication et de sondage, ICS. Il est reconnu comme meilleur maire des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire grâce à son efficacité dans la gestion de sa localité. Au plan éducatif, vous avez doté le groupe scolaire de Ngatakoro de l'EPP BAD de plusieurs salles de classe. Au plan sanitaire, vos actions ont été aussi remarquables. Docteur Léyé-Bi Lucien, le médecin que vous êtes, a toujours porté une bienveillante attention à la santé de vos populations. Outre les dispensaires et maternités construits et équipés, vous avez régulièrement fait venir dans votre cité des médecins spécialistes aussi bien nationaux qu'occidentaux pour soigner gratuitement vos administrés de diverses pathologies. Spécialiste de la vaccination, vous avez fait venir en 2017 à Boisflé une ONG espagnole qui a fourni plus de 6000 doses de vaccins contre la méningite pour les élèves de la commune. En ce qui concerne la mairie de Boisflé, ce qui nous concerne, nous avons été élus comme maire en 2013 et nous nous sommes mis au travail, nous nous sommes mis à l'écoute de la population et mettant l'accent sur la propriété de la ville, mais aussi à réaliser certaines infrastructures, construction d'écoles, de centres de santé, de ponts, de marchés, si bien qu'en 2018, nous avons été le seul maire de la région à être réélu. Le lauréat se félicite de cette distinction. L'hommage rendu au maire de Boisflé n'est pas la première du genre réalisée par l'Inter-Africain de communication et de sondage. Cette organisation non gouvernementale entend récompenser chaque fois tous les acteurs de l'excellence et de l'entrepreneuriat du continent africain. À ce propos, Léyé-Bi Lucien devra prendre part à la cérémonie de distinction des 10 meilleurs maires d'Afrique qui se tiendra à Dakar dans les mois à venir. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la forêt classée de Gouindébé, on le sait, a connu de nombreuses infiltrations. Ces dernières années, la situation semble être sous contrôle grâce aux actions de l'État qui a mis en place un plan de préservation. Cette semaine, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a rencontré les populations de Guiglo. Il s'est agi de les sensibiliser et de leur expliquer la gestion des 20 000 hectares de forêt octroyés aux différentes populations riveraines du Gouindébé. Théodore Kanga. Dans sa politique de préservation, de restauration et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a décidé d'impliquer les populations riveraines. Pour la forêt classée du Gouindébé, d'une superficie de 130 000 hectares, une convention entre le ministère des Eaux et Forêts et le Conseil régional du Cavali a été signée le 23 février 2021. Ainsi, 20 000 hectares ont été octroyés aux populations riveraines. Le 9 août 2021, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, s'est rendu à Guiglo pour expliquer de fond en comble aux populations le plan de gestion de cette portion octroyée par l'État. Alors, vous savez, c'est un projet, c'est un programme qui est bien étudié, qui est techniquement bien monté et qui répond à une analyse qui a été faite, à des propositions de solutions qui ont été données. Et c'est le résultat que nous avons envoyé aujourd'hui. Alors, quel que soit le nombre de personnes qui ont été recensées, celles qui doivent être réinstallées le seront dans un espace qui a été dédié à cela, qui n'excédera pas 20% de l'espace de la forêt classée. Parce que l'objectif de cette politique est de recouvrer la forêt au moins à 80%. Nous avons une forêt de Gouindébé qui est détruite à 96% aujourd'hui. Au nom des populations, cadres et élus, ont salué l'initiative du gouvernement. Anne-Désirée Ouloto a saisi cette tribune pour inviter ses parents à parler d'une seule voix. Nous devons continuer de faire confiance au gouvernement. Le ministre l'a dit, ce projet c'est le nôtre. Personne ne va partir d'Abidjan pour venir donner une solution. Ce sont nos solutions qui seront appliquées, c'est ce qu'il est en train de démontrer. Donc je voudrais remercier monsieur le ministre et dire qu'on doit maintenir le cap, mais surtout que nous resterons mobilisés
et unis. Il ne faut plus jamais qu'il y ait mort d'eau à cause de la forêt. Située à cheval entre les départements de Taï et Bleulequin, la forêt classée du Gwendébé a été infiltrée en faveur de la crise de 2002. Dans le cadre du développement et de la cohésion sociale, le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, a entamé une tournée de concertation avec les populations de la sous-préfecture de Raviar. Il vient d'achever cette tournée avec une rencontre voulue par les cadres, chefs et autres leaders communautaires de cette localité, nous disent Nadia Eounoud et Charles Kwaku. Ils ont tous répondu à l'appel du président du Sénat, les cadres, les chefs et leaders communautaires de Raviar. Ils sont réunis pour trouver des solutions au développement de la sous-préfecture. Au cours de cette rencontre, le sous-préfet a fait l'état des lieux, des projets réalisés et ceux en cours de réalisation, tels que les questions d'électrification des localités non encore pourvues, d'éducation, de santé, d'aménagement hydro-agricole, de lotissement rural. Sur toutes ces questions, le président du Sénat s'est voulu rassurant quant à la détermination du gouvernement d'apporter un mieux-être aux populations de Raviar. Il a également invité les cadres et autres leaders de la sous-préfecture à la paix et à la réconciliation. Et il y a des problèmes qui se posent dans le cadre des lotissements villageois, des lotissements urbains. Il fallait mettre sur pied des commissions pour pouvoir les aborder dans les détails et les régler. Il en est de même la distribution des places au niveau du marché de Raviar. Il fallait mettre sur pied des commissions, mais mettre aussi une grande commission pour élaborer un plan stratégique de développement de la sous-préfecture de Raviar. C'est ce qui a été fait. La tournée de 3 jours du président du Sénat, Raviar, s'est achevée par la messe de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde. Comme Aoussou Jano, ils étaient plus de 3500 fidèles à prendre part à la cérémonie religieuse. En images à présent, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a récemment annoncé que son secrétaire Mohamed Barkindo conduira une délégation au Congo-Brazzaville pour une visite de travail de 3 jours allant du 23 au 25 août prochain. L'objectif du cartel est de souligner davantage le potentiel du secteur pétrolier dans le pays d'Afrique centrale et d'établir des partenariats durables afin d'aider le pays à atteindre ses nouveaux objectifs pétroliers. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.